Bonjour, je suis le docteur Pascal Vessy et dans mon parcours médical, j'ai eu l'occasion, effectivement, de côtoyer la mort et d'accompagner un certain nombre de personnes en fin de vie et également d'accompagner un certain nombre de familles après la mort, dans le domaine du deuil. Donc je voudrais vous communiquer quelques bribes de mon expérience au sujet d'une conférence que j'ai faite en public, mais qui à l'époque n'avait pas été enregistrée. Et donc je vous l'enregistre aujourd'hui. Ce sont des entretiens faits à des accompagnants, professionnels ou bénévoles, sur ce sujet. Alors si vous y avez été confrontés, et nous y serons toujours tous confrontés un jour, la fin d'une vie implique en priorité le sentiment de l'absence. On se demande comment on va pouvoir vivre. De l'autre côté, s'il y a un autre côté, ça je n'en parlerai pas, et on se demande également comment on va vivre cette absence de ce qu'on a aimé. Et donc, cette absence se trame dans le tissu en filigrane d'une présence, celle du mourant, qui se dissout petit à petit. Cette présence se fait moins là. Et elle se dissout dans le temps qui court, que le temps soit lent ou vif. Et tous ont, auprès de cette chambre mortuaire, cette chambre d'un mourant, elle n'est pas encore morte, c'est encore un vivant, ils ont le regard qui s'embrume de larmes, parfois avant ou parfois après le tête-à-tête qu'ils ont pu avoir avec celui ou celle qui s'en va. Et ce regard illustre cette présence qui semble peu à peu s'absenter de manière indéfinissable, malgré toute attention qui est faite sur celle ou celui qui, à n'en pas douter, paraît s'en aller, tout en étant encore et toujours, retenez-le, un vivant. Alors, nous autres, tenaces jusqu'au bout, pour se tenir à la hauteur de celui ou celle qui est en partance, nous tenons là, silencieux parfois, en tout cas témoins de sa lutte au nom de sa création contre la mort. Une lutte toujours à sa manière, souvent une lutte qui se veut digne. Qu'est-ce qu'accompagner ? Accompagner, c'est être au seuil d'être compagnon avec celui qu'on accompagne ou celle que l'on accompagne. Ad companere en latin, ça veut dire aller vers le partage du pain. Et bien sûr, ici le pain peut être noir ou blanc. Le but dans cet accompagnement, c'est de rester soi-même, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, de vivre sans sourciller des instants d'outre-temps, où elle ou lui et nous, elle ou lui, c'est-à-dire celui qui s'en va, lâchons prise essentiellement de nos certitudes. Certitude d'un accompagnement absolument réussi, on n'en est jamais sûr. Certitude que tout ça aura une fin, un jour. Il faut savoir aussi vivre dans l'accompagnement une chose très importante et très déroutante, ce sont les silences. Ces silences sont d'indispensables fenêtres sur le temps de celui qui s'en va. Elles peuvent être conviviales, elles peuvent être intimistes, elles peuvent être confidentes. En tout cas, elles sont au cœur d'une complicité qui s'établit peut-être, et surtout, doit cultiver l'authentique. C'est-à-dire cette saveur première et vraie des origines de la vie, que reconquiert en lui celui ou celle qui s'en va. Une autre difficulté sera de soutenir tranquillement ce regard
de notre voyageur qui scrute, qui interroge, qui s'amuse parfois, et qui finit par vous délivrer avec bienveillance de vos insuffisances, de vos a priori qu'il a très bien perçus, de vos pudeurs. Enfin, il faut s'engager avec authenticité, car l'autre, celui qui s'en va, le sent si vous n'êtes pas authentique. Et pour cela, je vous conseille de vous préparer intérieurement avant de rentrer dans sa chambre, avant de poser votre main sur la poignée et d'ouvrir la porte. Demandez-vous pourquoi vous êtes là. Faites monter en vous et dans vos yeux votre noble fond, c'est-à-dire vos plus nobles pensées, vos plus fraternels désirs envers celui ou celle que vous allez visiter. Parce que lui, il les découvrira. Et il faut engager avec authenticité, encore une fois, la conversation, ou ce qu'on appelle l'écoute active, avec une humilité vraie pour que l'autre, dans son dénuement physique, croissant, grandisse, moralement et socialement, intérieurement. Parce que, perdant la sociabilité, il se sent inutile, un boulet. C'est pour ça parfois qu'il veut partir d'ailleurs. Et il sent qu'il ne peut plus rien pour personne et que tout le monde est là pour lui. Ça peut le gêner. Parlons particulièrement de l'accompagnant. Elisabeth Kübler-Ross dit, dans un de ses ouvrages, que accompagner, c'est savoir qu'il a pu y avoir ce qu'on appelle un choc thanatique. Qu'est-ce que ce mot veut dire ? Eh bien, c'est qu'à partir du moment où on a pris conscience que l'issue peut être potentiellement mortelle, eh bien, il y a un choc pour tous, pour ceux qui accompagnent, pour la famille et pour celui qui est accompagné. En général, il se produit à l'annonce du diagnostic, surtout s'il est porteur visuel, ce diagnostic, d'une issue potentiellement mortelle. Et ça, c'est important à repérer parce qu'il faut tenter d'en ressentir la trace pour relativiser. Ce choc thanatique permettra peut-être le parcours d'un chemin de deuil pour la personne avant son départ. Vous savez bien l'expression, tant qu'il y a de la vie. Alors que par contre, ses proches, auxquels vous serez confrontés, feront l'essentiel de leur chemin de deuil après le départ de la personne. On dit que, à l'annonce d'une maladie potentiellement mortelle, la personne va parcourir toutes les étapes du deuil, celles qui sont décrites justement par Elisabeth Kübler-Ross, et qu'ensuite, évidemment, c'est la famille qui accomplira ce deuil, qui vivra ce deuil après la mort. Par exemple, une des questions difficiles qui va vous être posée, c'est « Pourquoi moi ?» Elle est issue du choc. Cette question exacerbera la colère. Et cette colère, c'est une étape de ce possible désattachement à réaliser. Une autre question très difficile, c'est « Je vais mourir, tu le sais. Alors dis-moi, que pourriez-vous répondre à cette question ? Que pourrions-nous répondre ? Il y aura un outil, on va dire, une utilisation de ce qu'on appelle la reformulation. Très important. Ou un requestionnement, si vous voulez un autre mot. Il est là pour s'assurer de se comprendre, car il y a des ambiguïtés fréquentes dans le colloque singulier avec celui ou celle qui s'en va. Il faudra redire ce que la personne nous a dit en lui disant, par exemple, « Si je comprends bien, ce que tu veux me dire, c'est ça. » Et si l'autre hoche la tête en disant « oui », on a gagné. Mais ce sera aussi nécessaire pour savoir ce qu'elle ou il veut dire de cette situation qu'il vit. Ce sera en même temps, cet accompagnement, permettre de parler de la vie, mais pas toujours de la mort. Dans un langage qui peut être analogique, qui peut être métaphorique, qui peut être symbolique. En même temps, il faudra s'entraîner à déchiffrer l'attitude non verbale et son expression. Elle est édifiante à déchiffrer aussi, elle nous en apprend beaucoup. Les gestes,
la position du corps, la hauteur de la voix, les yeux qui cherchent d'un côté ou d'un autre une réponse, la tête qui est penchée en avant ou penchée en arrière, les attitudes de fermeture ou d'ouverture, les mains croisées qui sont une fermeture, les bras croisés ou les pieds croisés aussi. L'ouverture étant plutôt comme cela. Accompagner, c'est apprendre, et la servir ensuite ensemble, que la vérité à dire à celui ou celle qui s'en va sur son état est en fait ce que souvent notre voyageur ou notre voyageuse veut ou peut entendre chaque jour et parfois à chaque instant. Ça peut changer. Très souvent, il faut que vous sachiez qu'il prêche le faux pour savoir le vrai. Mais parfois le vrai pour savoir le faux. Il faut savoir le déchiffrer. Il faut se souvenir, et quelqu'un comme Anne-Marie Pronost l'a bien expliqué, que elle ou il, en partance, restera jusqu'à la fin le capitaine du bateau, le capitaine de l'équipe soignante, et même parfois le navigateur, celui qui indique la route à suivre. Il nous la donne implicitement par la tessiture de sa voix, par les prononciations de certains mots, par la manière de finir les syllabes d'un mot. Ce bateau de l'équipe, il fait voile avec son équipage, dont l'accompagnant, qu'il soit professionnel ou bénévole, fait partie. Un équipage doit avoir dans la diversité de ses tempéraments, nous dit justement Anne-Marie Pronost, un objectif commun pour amener ensemble le bateau à bon port. Alors vous allez me dire, le port parfois c'est la mort. Oui, mais il y a tout ce qu'il y a à faire avant. Il y a une phrase que j'ai retenue de mes études et de mes accompagnements, c'est cette belle phrase qui dit « Accompagner, c'est accomplir tout ce qui reste à accomplir, quand il n'y a plus rien à accomplir. » Accompagner, c'est conquérir la bonne distance ou mieux, la juste proximité. Il faut être familier du malade, mais ne pas être trop familier. En même temps qu'ils sentent que nous avons de l'empathie et qu'il faut émaner paisiblement. L'empathie, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas le mot, c'est empathein, c'est-à-dire sentir à l'intérieur de l'autre. C'est-à-dire se mettre à l'intérieur de lui pour savoir, ou de lui ou d'elle, bien sûr, pour savoir ce qu'il ressent. Accompagner, ce n'est pas aussi s'identifier à l'autre, ou encore fusionner avec l'autre, ou encore projeter ses propres sentiments, ou ses rêves d'un accompagnement idéal qui n'existe que très rarement. Ce n'est pas non plus avoir ou nourrir un projet sur l'autre, en profitant de l'occasion qui est offerte par sa faiblesse. Accompagner, c'est être humble, c'est être dévêtu de ses a priori, c'est quand on est en écoute, se défaire de ses pensées préalables, c'est être vide, vacant de ce que l'on pense. Et il ne faut pas non plus être formaté ou sécurisé par nos propres cadres de référence. Il faut s'offrir à l'inconnu. C'est chaque fois une aventure accompagnée. Accompagner, c'est avoir laissé à l'entrée du colloque singulier avec l'autre et de la rencontre intimiste que cela produit, l'illusion de la bonne mort par rapport à l'actualité de son quotidien. Je vous rappelle que bonne mort vient du grec euthanasie. Je ne sais pas si vous voyez si vous voulez l'étrangeté de la situation. Accompagner, c'est prendre en compte la globalité des protagonistes de la situation, avec la souffrance de la famille, les règlements de compte qui s'y passent, les courants souterrains que vous, étrangers à la famille, vous allez sentir, sans prendre parti pour personne, et vous verrez qu'il y a des tensions qui existent encore, des choses qui n'ont pas été réglées, qui remontent avec la personne accompagnée.
Et tout ce monde forme une unité fonctionnelle qui parfois se fissure. Cette unité fonctionnelle, elle devra tenir bon, en ayant des membres qui se relayent pour éviter l'épuisement. J'ai vu de nombreuses fois des gens de la famille, pleins de bonne volonté, vouloir accompagner nuit et jour celui ou celle qui s'en allait. Ils n'ont pas pu tenir jusqu'au bout. Ils étaient épuisés, pour toutes les raisons que je viens de vous dire, parce que c'est une vigilance de tous les instants, en même temps que c'est un moment d'humanité merveilleux. Il faut aussi savoir prendre contact avec ce qu'on appelle la personne ressource, c'est-à-dire la personne qui est dépositaire des dernières volontés de celui qui va ou celle qui va s'en aller et qui peut parler à sa place si lui ne peut plus parler. Parce qu'il arrive parfois que ceux qui sont en train de partir ne peuvent plus parler, ils n'ont plus la force, ou ils sont trop malades. Il faut savoir recevoir et accueillir les colères aussi, parfois. Un jour, il vous parlera paisiblement, avec une philosophie, une sagesse. Un autre jour, il ou elle vous prendra pour un punching ball. Et il faut assurer à la personne qu'elle fait du mieux qu'elle peut, parce qu'elle a souvent l'impression de ne pas faire comme il faut, en vous disant parfois, avec un triste sourire, « Tu sais, c'est la première fois que je meurs dans cette vie. » Alors le savoir-faire de cet accompagnement s'acquiert dans ses lignes de force avant l'aventure de l'accompagnement. Quant au savoir-être, il sera indispensable pour pouvoir pérenniser cet accompagnement, parce qu'il va puiser dans nos nobles qualités, celles dont je vous parlais tout à l'heure. Alors ces nobles qualités, où est-ce que vous pourrez les acquérir? Eh bien, elles vont se forger dans les petites morts de nos vies. De quoi est-ce que je veux parler? Ces petites morts, c'est toutes ces renonciations, ces lâcher-prise que nous avons à accomplir dans nos vies, qui sont autant de deuil ou de petites morts, et qui vont nous fortifier pour le jour où adviendra le deuil d'une vraie mort. Elles sont des occasions que la vie nous a proposées pour opérer de petits lâcher-prise, donc, pour affiner notre discernement et passer, surtout pour l'accompagnant, d'exister à être. C'est très différent. Être simplement en existence et contacter nos ressources profondes. C'est ce qui est l'être. Et sachez que ceux qui s'en vont percevront la percée de votre être. Même si avec un digne accompagnement, même non idéal, pour l'accompagner, la joie simple d'exister peut enfin se manifester. Mais ensuite, il faudra pouvoir l'accoucher de la percée de l'être dont je parle. Il faudra naturellement l'encourager. Un spécialiste de l'accompagnement qui s'appelle le docteur Michel de Musan dit une phrase qui m'a beaucoup touché. L'important, c'est que le ou la mourante se mette complètement au monde avant de s'en aller. Accompagner, c'est aussi assurer sincèrement à celle ou celui qui peut mourir que sa façon de mourir est bien la bonne pour lui ou elle, puisque c'est la sienne, et que nous n'avons pas de mort idéale à lui présenter. La meilleure façon de s'en aller, c'est la sienne. Car en tant qu'accompagnants, nous devons être avec, être là, pour l'autre, à côté de l'autre, au même rythme que l'autre. Nous voyageons ensemble et nous établissons les bases de l'humilité d'où sortiront de grandes satisfactions pour tous, famille et accompagnants, professionnels de santé ou bénévoles. Dans le deuil, ce qu'on appelle l'étape de la tristesse, qui est l'avant-dernière étape, est trop souvent médicalisée, il faut que vous le sachiez. Les professionnels de santé la considèrent comme un état dépressif, qu'elle n'est pas. Si je vais mourir, il est normal que je sois triste. Ça ne veut pas dire que je suis dépressif. Et cette étape est souvent placée sous antidépresseurs, ce qui n'est pas souhaitable.
Mais en tout cas, elle marque le deuil de l'autre par la prise en compte de la perte irréversible, de l'intégrité physique de ce qui est dorénavant son corps, véhicule, outil pour être au monde, et qui est aussi une part de son identité physique, familiale et sociale. Donc l'importance de ne pas être qu'une ou qu'un malade pour les autres pour faire advenir une nouvelle identité, même quelque temps avant la mort. Pour transmuter le regard, pour une nouvelle identification, de nouvelles attaches sans attache, une nouvelle offrande à la vie. Ça, c'est ce que nous disent les psychologues Georges Kohlreiser et Rosette Poletti. Je vous renvoie à leurs ouvrages. Maintenant, je voudrais vous dire autre chose. Les mourants, ceux qui vont mourir, sont fréquemment, qu'ils leur soient conscients ou non, de bons instructeurs de vie. En mourant, ils vous enseignent la vie. Car parler de la mort, c'est parler de la vie, jusqu'au bout, simplement. Car c'est bien en tant que vivant que l'on meurt, je vous le répète. Accompagner, c'est donc permettre l'introduction puis l'intégration d'une mort possible dans la dynamique de la vie encore présente, en entendant l'autre comme un vivant, sans rien contourner, sans rien cacher, mais pas forcément en répondant à des questions qu'on ne vous pose pas, parce que l'autre n'a peut-être pas envie de savoir. Et ce, même si la possible mort de l'autre nous renvoie invariablement à notre propre mort et à l'apprivoisement qu'on a pu faire. Vous ne pourrez pas faire l'économie en accompagnant, mais c'est en même temps merveilleux, d'avoir apprivoisé la réflexion sur votre propre mort. Car nous mourrons tous, c'est la seule certitude que nous avons, comme nous sommes sûrs que nous sommes nés. Si l'on en établit, quelle qu'en soit la raison, personnelle, éducationnelle ou convictionnelle, une barrière entre la vie et la mort, l'expérience montre qu'il y a un risque à dénier le désir de vie ou de la mourante dans un chemin qui lui est déjà difficile, qu'il doit retracer chaque jour. Accompagner, ce n'est pas accomplir son action d'aide en se positionnant en fonction de telle ou telle représentation que les uns ou les autres, ou soi-même, se font de la mort. Nous n'avons pas à plaquer nos représentations de la mort sur celui ou celle qui s'en va. Il doit découvrir. Et au fait, que savons-nous nous-mêmes de la mort? Sinon, ce que ceux qui sont partis avant nous nous ont dit, ou nous ont pas dit, si l'on peut y accéder, en particulier à ce que les sagesses du monde nous ont laissé en témoignage et en commentaire. Je vous y renvoie. Accompagner, c'est aussi, pour tous ceux qui sont dans l'équipe, se former les uns les autres, en s'aidant de ce que nous ont légué ceux qui sont passés, mais aussi avec ceux qui œuvrent avec nous, ici et maintenant, et tout ça pour le bénéfice de ceux qui viendront et qui arriveront à la mort un jour. C'est découvrir aussi que les morts que l'on nous présente dans les médias ou au cinéma, ou dans les oui-dire, sont des morts qui sont la plupart du temps virtuelles. Quand un héros de cinéma mitraille d'autres personnes et qu'on lui dit « Allez, vas-y, qu'il meure !» Ce n'est que du cinéma. Je vous assure qu'être en singularité dans la chambre d'un mourant, vous n'en menez pas toujours très large. Et en même temps, c'est merveilleux. Donc ne vous basez pas sur toutes les morts que vous avez vues au cinéma, elles ne vous aideront pas. Et ces morts sont bien éloignées en termes de ce qu'on appelle conscience, de la mort intime, pour reprendre le titre d'un livre de Marie de Henzel, que j'ai eu la chance de rencontrer. Cette mort intime qui est palpable, tangible, chaque jour. Dans un temps où les conditions sociales et humaines ne sont pas réunies pour la fin de vie, la vie va trop vite actuellement. Et le temps de la mort, c'est un temps qui est plus lent, comme le temps du deuil. Où le respect dû à la vie humaine se dissout dans l'adrénaline, vraie ou désirée. La mort doit être socialisée, accompagnée, remise à sa juste place, sans peur,
Et l'esprit des soins palliatifs, auquel j'ai été longuement formé, vient en concordance et en activité pour cela. Et si on ne sait pas accompagner avec une ritualisation ou avec de la spiritualité, dont je vous rappelle que même si on n'est pas religieux, même si on ne s'intéresse pas aux choses de la spiritualité, l'accompagnement à la mort et la fin de vie sont une occasion inévitable de parler de spiritualité. Celui ou celle qui s'en va vont vous interroger. Alors peu importe si vous n'avez pas de spiritualité, mais au moins l'écouter. Et l'écouter, c'est faire fi de vos propres objections, de vos propres pensées, pour ouvrir un espace d'accueil de la parole de l'autre. C'est ça l'écoute active. Alors on peut remplacer aussi, si on n'a pas une spiritualité personnellement, ce qu'on appelle une spiritualisation laïque. La spiritualité de nos jours peut se faire simplement sur l'accord de la recherche du sens de notre vie. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés par les sagesses traditionnelles, les spiritualités, les religions, mais qui s'entendent sur le fait que nous autres humains, nous devons chercher le sens de notre vie, que chacun trouvera à sa manière. Vivre doit avoir tout de même un sens, ne croyez-vous pas? Même s'il n'est pas encore découvert et établi. Et le chemin de deuil de notre voyageur vers l'ultime de sa vie terrestre est souvent très maturant, plein de maturité. Accompagner, c'est pouvoir permettre de favoriser par l'autre, celui qu'on accompagne, de nouveaux projets. Même étonnants, on les retrouve dans ce qu'on appelle l'étape de la négociation. On en parlera tout à l'heure de ces étapes. Car elles mobilisent l'espoir et elles s'inscrivent dans le désir de vie. Et surtout, elles ne sont pas porteuses d'une fuite. Il faut faire des projets. Tant qu'on est vivant, même s'ils ne s'accomplissent jamais. Et si la personne vous fait des projets devant vous comme témoin, ne la critiquez pas. Ne la battez pas en brèche. Se sentir vivant, c'est faire des projets. Et jusqu'à la fin, on peut faire des projets. Même si un jour, ils ne s'accomplissent pas. Accompagner dans l'esprit des soins palliatifs, en équipe, fournit donc dans ce cas-là un soutien et un écran de projection pendant les crises. Rappelez-vous que le mot crise vient du grec krisis, qui veut dire, non pas comme je le dis souvent à mes étudiants, top des emmerdes, mais moment du choix. Être en crise, c'est devoir faire un choix. Oui ou non. Ou en tout cas, ma vie ou pas ma vie. Est-ce que je peux profiter de ce moment particulier qui est l'approche de la mort pour faire des choix? Il va y avoir des crises préalables à la séparation avec nos proches. On voit cette force s'affaiblir. On est parfois nu sous les mains des soignants. Et ça demande beaucoup de confiance d'offrir son corps comme cela. D'autant plus qu'il y a très souvent, vous le savez, ou vous ne le savez pas, des odeurs. Et cette crise, elle nous parle bien du renoncement progressif que l'on doit faire à l'automne d'une vie, ou à l'hiver d'une vie. Je vous invite d'ailleurs, à cet égard, et je l'ai noté ici pour cette brochure que j'avais faite pour mes étudiants, c'est la pyramide des besoins de Abraham Maslow. Je vous invite à la retrouver sur Internet, c'est facile, et voir les besoins qu'on a en général sur le plan humain et ce qu'elles deviennent au moment où on va quitter cette vie. Alors, comprendre aussi, quand on accompagne, que l'on ne peut pas se fier à beaucoup de choses ou de personnes en ce monde. Ça nous permet de nous confirmer l'impermanence, cette fameuse impermanence dont nous parlent les bouddhistes et les traditions orientales, mais que l'on peut comprendre avec une touche de miséricorde quand même. Il faut comprendre que l'autre va sortir peu à peu du circuit, comme il dit, tout en étant présent à lui-même et aux autres et aux proches, tout en étant encore dans le monde. C'est très difficile à mixer cette double attitude pour lui ou elle. Ensuite, il faudra prendre soin
de dire à l'entourage et de se dire à soi-même et aux autres soignants, s'il y en a, aux autres accompagnants, qu'ils ne promettent à celui ou celle qui va partir que le réalisable. Ne jamais faire de fausses promesses à celui qui s'en va. Parce que c'est éviter ensuite des déconvenues aggravantes. Ne demandez donc sur son état que la part de vérité que l'on peut entendre à ce moment-là. C'est la fameuse question, est-ce que je vais mourir? Vous pouvez répondre, il faut que tu envisages ça, si vous le tutoyez, comme une possibilité. Et ne lui répondez pas tout simplement, ah ben on va tous mourir, tu vas partir juste un peu plus tôt, c'est tout. Non, ça ne marche pas. Surtout quand c'est la première fois qu'on meurt dans une vie. Envisagez aussi tout ce qui est de l'ordre de la douleur physique ou la douleur morale. Elle est intrusive, cette douleur, mais parfois avec le temps, à force de la sentir, elle devient obsolète. Il faut savoir ne pas dire à la personne que cette douleur la purifiera, qu'elle sera rédemptrice. La douleur n'est pas rédemptrice. Et elle est presque parfois non acceptable. Quelle est la différence entre la douleur et la souffrance? Je vous tends le micro. La douleur, c'est ce qui a donné le mot doléance, dolérer, c'est-à-dire demander quelque chose à la vie. Ça a donné deuil aussi, par la suite. Elle peut être locale, elle peut être réversible ou non. En tout cas, elle ne s'inscrit pas dans la durée, comme la souffrance. La souffrance, du latin subferentia, ce qu'on est capable de supporter, de porter, car il ne nous est jamais rien envoyé que l'on ne puisse supporter, sauf dans certains cas de douleurs physiques qui ne deviennent absolument insupportables, évidemment. La souffrance implique toutes les parties de notre être, tous nos niveaux, le physique, l'énergétique, l'émotionnel, le mental, le soi, la part d'éveil qui est en nous. Tout est impliqué dans la souffrance. Donc quand quelqu'un souffre, c'est qu'il souffre de toutes les parties de son être. Et comme je vous le disais, cette souffrance est peut-être partie pour durer. Il faut donc envisager sa douleur même morale comme doléance à ses négligences, comme dissoluble par son utilité, même alitée auprès d'autres personnes dans une chambre ou dans une salle commune. La douleur est très relative par rapport à la virtuelle incomplétude de la vie qui fait souffrir. On se pose la question de savoir pourquoi on a